Avant qu'on ne l'appelle l'Émeraude, cette île portait un autre un nom donné par ses conquérants, Dolmar, la terre du malheur. Une île splendide mais brisée, exploitée, divisée, épuisée par les mains d'un empire étranger, l'empire d'Albionia. Sous le drapeau bleu et or de l'empire, Dolmar devint une colonie modèle pour ceux qui la pillaient. Ses ports servaient l'économie étrangère, ses ressources finançaient des guerres lointaines, et son peuple apprit à se taire pour survivre. Nous sommes dans la salle de conseil de l'empereur. C'est très luxueux. Au centre, des chefs étrangers en grands uniformes parlent fort. Ils sont penchés sur une carte où la zone de Dolmar est marquée en rouge. Derrière eux, les diplomates du pays regardent sans rien dire. C'est un luxe qui écrase tout et un silence qui montre bien qu'ils ont déjà perdu. La nuit, Dolmar s'illumine. Des milliers de lumières, mais elle n'éclaire rien pour ses habitants. Le luxe est une façade. Ses mines, ses banques, tout ce qui brille ici appartient déjà à l'empire d'Albiona. La ville flamboie, mais la population vit dans la misère. Le 18 janvier 1888, Dolmar devint libre. Du moins en apparence. L'empire d'Albionia lui offrit l'indépendance, mais garda le contrôle de son or, de ses ports et de ses lois. Les nouveaux dirigeants durent prêter serment à une société secrète imposée par les colons, l'ordre d'Avalon. Le drapeau rouge flottait fièrement, mais son rouge rappelait le prix d'une liberté qui n'en était pas vraiment une. Chaque année, les anciens maîtres de l'empire d'Albionia, devenus aujourd'hui l'Union albionienne, reviennent à Dolmar. Dans le secret de leur loge, ils rassemblent les dirigeants du pays pour renouveler le serment à l'ordre d'Avalon. Dirigeants de Dolmar, souvenez-vous, votre force vient de nous. Votre indépendance n'a de valeur que parce qu'Avalon l'a scellée. Chaque année, nous venons ici pour vous, pour renouveler le feu de votre autorité, pour renforcer votre pouvoir et rappeler à vos cœurs d'où il vient. Sans l'Union albionienne, Dolmar ne serait qu'un nom oublié dans la poussière des révoltes. Vous êtes nos fils politiques, les gardiens de notre héritage. L'ordre d'Avalon vous soutient tant que vous servez. Moi, Alexander Varnold, je jure fidélité à l'ordre d'Avalon et obéissance à l'Union albionienne. Je gouvernerai Dolmar selon les lois visibles du peuple, mais selon la volonté invisible de la loge. Que mon autorité serve Avalon et que ma lumière ne brille que par Albion. Par ce serment, ton pouvoir est scellé. Règne, mais souviens-toi, c'est Avalon qui t'élève, et Avalon qui peut t'effacer. Grand maître, éminent membre de l'Union albionienne et frère de l'ordre d'Avalon, recevez ma profonde gratitude. Ce soir, je ne parle pas seulement en tant que dirigeant de Dolmar, mais en tant que fils adopté de votre vision. Vous m'avez confié le sceptre du pouvoir, et je sais d'où vient cette confiance. Elle vient de la fidélité, de la discrétion et de la continuité. Bravo, chers camarades disciples. Dolmar paraît libre, mais son pouvoir reste guidé par ces hommes de l'ombre, gardiens d'un empire invisible qui n'a jamais cessé d'exister. Au cœur de Dolmar s'élève Saint Malois City, une capitale éclatante de lumière, mais gouvernée par l'ombre. Ici, pour vivre, il faut appartenir. Et pour appartenir, il faut prêter serment à l'ordre d'Avalon. Trouver un emploi, entrer à l'université ou même ouvrir un commerce, tout passe par la loge. Les cartes d'accès, les contrats, les diplômes, tout porte la marque d'Avalon. Ceux qui refusent le sceau sont rejetés. On les appelle les sans-signes, des citoyens tolérés mais exclus du système. Parmi eux, les chrétiens. Une minorité silencieuse, éprouvée, surveillée. Leur foi dérange car elle parle d'un Dieu plus haut que les puissants d'Avalon. À Saint Malois City, ils travaillent dans les ombres
étudie dans des écoles cachées et prie à voix basse derrière des portes closes. La ville brille d'or et de verre, les avenues sont pleines de musique, mais sous cette façade, la peur respire. Dolmar s'est enrichi, mais son âme s'est vendue. Et dans la capitale de Saint-Malois, la liberté n'est plus un droit. C'est un privilège réservé à ceux qui servent l'ordre d'Avalan. Seigneur Tout-Puissant, nous te consacrons cet enfant, Alexandre Belmont. Ses cheveux d'émeraude sont le signe de ton espérance pour Dolmar. Fais de lui la lumière au milieu des ténèbres, le libérateur que tu envoies pour délivrer cette nation de l'emprise de Satan et des puissances d'Avalan. Protège-le, guide-le, et que sa vie soit un témoignage de ta gloire. Par lui, Seigneur, que Dolmar retrouve la paix et la vérité. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Le petit garçon grandissait. Dans chaque rue de Saint-Malois, on murmurait son nom. Ses cheveux d'émeraude le distinguaient parmi tous. Et beaucoup disaient qu'il était né pour devenir un grand maître spirituel. Respecté dès son jeune âge, il grandit dans la discipline, partageant sa vie entre les études et la prière. Certains voyaient en lui un signe du ciel, d'autres, la promesse d'un avenir que Dolmar attendait depuis longtemps. À Dolmar, les mathématiques ne sont pas qu'une science, elles sont le langage du progrès. Des ingénieurs aux économistes, des écoles de Saint-Malois jusqu'au laboratoire de la capitale, c'est par les chiffres que se construit l'avenir. Grâce aux mathématiques, Dolmar apprend à penser, à bâtir, à comprendre le monde, car dans chaque équation se cache une part de la lumière qui éclaire la nation. Après de longues années d'études à l'université de Saint-Malois, Alexandre ressortit diplômé avec les honneurs. Son intelligence, sa prestance et surtout sa foi profonde attiraient déjà autour de lui une génération nouvelle d'étudiants convaincus que le changement devait venir d'une jeunesse éclairée. C'est alors qu'il prit une décision audacieuse: embrasser la carrière politique. Contre toute attente, il ne rejoignit pas le parti au pouvoir, mais fonda son propre mouvement. L'Union pour la justice et la foi, abrégé UJF. Mes frères et sœurs du Dolmar, depuis trop longtemps, notre nation vit sous l'ombre d'un pouvoir étranger, masqué derrière le nom du PLP. Ce parti n'a jamais servi le peuple. Il sert l'Albion. Il sert les puissances qui veulent éteindre notre foi et acheter nos consciences par la peur et la misère. Moi, Alexandre Belmont, je vous dis, assez. Le temps est venu pour que le peuple de Dieu soit libre, pour que nos prières, nos églises, nos familles ne soient plus surveillées ni méprisées. Avec l'Union pour la justice et la foi, nous ne promettons pas des richesses, mais la dignité. Nous ne cherchons pas la guerre, mais la vérité qui libère. Face à eux, se dressait le Parti pour la liberté populaire moderne, PLPM, un géant soutenu par les puissances albioniennes, maîtres des médias, de l'économie et de l'armée. Pour les Albioniens, Belmont n'était qu'un jeune rêveur, un petit homme qui voulait apparaître, un idéaliste naïf qui ne comprenait pas encore les rouages de la domination. Dites-moi, pourquoi donc François, notre cher président, tremble-t-il à la simple mention de ce gamin nommé Belmont? C'est un petit, rien de plus. Un étudiant sorti de Saint-Malois, porté par la rumeur, et cette étrange chevelure émeraude qui fascine la foule. Rien d'un danger politique. Maître, le président François ne craint pas le garçon. Il craint le peuple qui commence à le suivre. Il sait que ce Belmont parle de foi, de justice, de liberté, et cela attire même ceux qui étaient fidèles à notre parti. Il a peur que nous, les Albioniens, changions de cheval avant la course. Ah! François devient nerveux, parce qu'il sent que son heure touche à sa fin. Il a oublié notre pacte. Nous ne soutenons personne pour son discours, mais pour sa loyauté envers nous. Et sa loyauté, lui, l'a troqué contre la peur. Grand maître,
Que décidez-vous? Devons-nous encore le garder au pouvoir? Non. Aux prochaines élections, nous placerons Jonathan Hale. François ne donne plus assez, ni en sacrifice, ni en influence. Le Dolmar mérite un président plus obéissant. Mais, grand maître, et si Alexandre Belmont venait à nous offrir plus que tous, s'il comprenait notre langue, nos besoins? Alors, mes frères, nous rejetterons Jonathan, et Belmont deviendra notre instrument. Car pour nous, le pouvoir ne se reçoit pas, il se vend. Il ne savait pas qu'en coulisses, Alexandre Belmont menait une double vie. Le jour, il souriait dans leur réception, signait des accords de façade et feignait l'appartenance à leur loge d'influence. Monsieur Belmont, sa grandeur le maître d'Albion nous envoie. Il désire savoir, si le pouvoir venait à vous être confié, honoreriez-vous les droits et obligations de la loge? Et surtout, demeureriez-vous fidèle à Albion? Monsieur William Carter, je suis né sous Albion, j'ai grandi à l'ombre de l'ordre d'Avalon. Là où d'autres ont vu une domination, moi j'y ai appris la discipline et la force du silence. Si le Dolmar me confie le pouvoir, je saurai garder les équilibres que vos maîtres respectent. Je vous donnerai tout ce que demande la loi d'Avalon. C'est bien, très bien. Le grand maître aime les hommes de parole et d'ambition. Nous savions que vous comprendriez la vraie nature du pouvoir. Mais avant que vous ne partiez, dites-moi, pourquoi votre loge a-t-elle tourné le dos au président François? N'était-il pas votre protégé autrefois? Lorsqu'un homme détruit le contrat de la loge, il n'est plus des nôtres. François a oublié d'où venait sa lumière, et celui qui rompt le pacte est écarté. Mais la nuit, il se retirait dans la prière avec un petit cercle de croyants, à genoux sur le sol froid de vieilles salles d'église. C'est là qu'il trouvait sa véritable force, dans la foi, dans les Écritures et dans le murmure de ceux qui croyaient encore à la justice divine. Seigneur Dieu Tout-Puissant, regarde ton peuple du Dolmar. Notre terre souffre sous l'injustice et la peur. Délivre-nous des puissances qui nous asservissent. Donne à nos dirigeants la sagesse et à ton serviteur la force de servir sans orgueil. Que la vérité triomphe, que la foi du peuple reste vivante et que ton nom soit glorifié dans notre nation. Au nom du Seigneur Jésus, le Dieu de Zoé Mukangala. Amen. Peu à peu, l'union pour la justice et la foi grandit. Dans chaque province, dans chaque université, de jeunes hommes et femmes se levaient, Bible à la main, cœur enflammé. Ils n'étaient pas des politiciens, ils étaient les porteurs d'une espérance nouvelle. Et sans que l'ennemi ne le voie venir, Belmont préparait déjà sa révolution silencieuse. Non pas par les armes, mais par la prière, la sagesse et la lumière. Pour la première fois dans l'histoire du Dolmar, le peuple allait choisir librement son dirigeant. Après des décennies d'influence étrangère, de manipulation et de peur, les urnes s'ouvraient enfin sous le regard du monde entier. Face au puissant parti de la liberté populaire, PLP, dirigé par Jonathan Hale, dauphin et successeur désigné du président François, se dressait un adversaire inattendu, Alexandre Belmont, le jeune leader de l'Union pour la justice et la foi, UJF. Là où le PLP promettait stabilité et continuité, Belmont parlait de vérité, de justice et de foi. Son mouvement, né dans les églises, les villages et les rues, rassemblait des milliers de chrétiens, de familles et de jeunes décidés à croire qu'un autre Dolmar était possible. Moi, Alexandre Belmont, je parle au peuple comme à une nation blessée qui aspire à la liberté. Je dénonce des années de peur, de corruption et de domination étrangère qui ont affaibli l'âme du Dolmar. Pour moi, cette élection est un choix historique entre la servitude et la vérité. Je promets de restaurer la justice, de garantir la liberté des chrétiens, de purifier les institutions et de gouverner avec intégrité et humilité. Et je reconnais le rôle de l'Union albionnaise, acteur majeur de l'équilibre international dont le partenariat restera sous mon leadership, fondé sur le respect, la coopération et la responsabilité partagée. Deux visions, deux mondes, deux âmes s'affrontaient. D'un côté,
le pouvoir hérité. De l'autre, l'espérance d'un peuple enfin libre. Moi, Jonathan Hall, je me présente comme le garant de la stabilité et de la continuité. Héritier politique du président François, je défends le bilan du pouvoir en place et j'affirme que le Dolmar n'a pas besoin de ruptures dangereuses. Je soutiens que l'ordre, la sécurité et des institutions solides sont essentiels pour préserver la paix et éviter le chaos. Je mets en avant l'importance de l'expérience politique et des alliances stratégiques pour assurer un avenir stable à notre nation. Je demande au peuple de faire confiance à la continuité pour maintenir un Dolmar fort, respecté et uni. Et je rends hommage à l'Union albionnaise, partenaire historique du Dolmar, dont le soutien, Ce jour-là, le destin du Dolmar allait changer à jamais. Les élections présidentielles du Dolmar ont marqué un moment historique. Alexandre Belmont a remporté une victoire écrasante avec 68% des voix face à Jonathan Hale, candidat du parti au pouvoir, qui n'a obtenu que 32%. Le choix du peuple était sans équivoque. Le Dolmar voulait le changement. Alexandre, sois en paix. Les anges de l'ordre veilleront sur toi. Ils te guideront dans chaque décision. Et moi, je resterai à tes côtés pour t'orienter. Grand maître, je l'entends. Je suivrai chaque instruction de la loge, sans exception. Je respecterai l'ordre et ses lois. Le 18 janvier, jour anniversaire de l'indépendance nationale, Alexandre Belmont a officiellement prêté serment comme nouveau président. La cérémonie s'est déroulée devant la nation entière, sous les drapeaux et les symboles de la République. À ses côtés, dans une présence discrète mais significative, se trouvaient les membres de la loge, témoins silencieux de cette transition du pouvoir. Ce jour-là, le Dolmar entrait dans une nouvelle ère porteuse d'espoir, mais aussi de lourds enjeux pour l'avenir. Moi, Alexandre Belmont, je reconnais le rôle qu'a joué l'Union albionnaise dans notre histoire récente, mais aujourd'hui, une ère se ferme. Depuis le 18 janvier 1888, notre nation était libre en droit, mais prisonnière de loges, de pactes obscurs et de la naïveté de dirigeants, dont mon prédécesseur François, qui ont laissé l'ombre gouverner. Moi, Alexandre Belmont, j'y mets fin. Mais est-ce une blague? Que se passe-t-il exactement? Je n'y comprends plus rien. Grand maître, nous avons été dupés. Ce garçon nous a manipulés depuis le début. C'était un piège parfaitement calculé. Le compte à rebours a commencé. Élimine-le en 24 heures. Ou prépare-toi à mourir à sa place. J'annonce la dissolution de l'ordre d'Avalon, la fin de toute collaboration politique avec Albion et le départ de ses dirigeants de notre territoire. Tu viens de signer ton arrêt de mort, petit. Espèce de fou, enfoiré. À partir de ce jour, le Dolmar n'existe plus, notre nation portera désormais un nouveau nom, la République émeraude. Un nouveau drapeau sera levé, un nouvel hymne sera chanté et une nouvelle monnaie sera émise, symbole d'un peuple purifié et souverain. Mais pour qui se prend-il? Il défie les Albionnais. Il ose défier le grand maître. Ce garçon vient de signer sa propre mort. Nous reconstruirons le pays dans tous les secteurs essentiels, éducation, santé, économie, agriculture, justice et infrastructure. Cette nation sera rebâtie sur une seule fondation, Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Que Dieu bénisse la République émeraude. Que notre peuple se lève enfin. Maître, il ne s'est pas contenté de nous défier. Il a souri.
Il a presque plaisanté en parlant de l'ordre d'Avalon. Oui, je l'ai entendu. Il a osé blaguer sur la première loge du monde. Avalon n'est pas un mythe. Avalon fabrique les présidents avant même que les peuples ne votent. Nous l'avons pourtant placé là, maître. Sans l'ordre, Belmont ne serait qu'un nom parmi d'autres. C'est cela qui me ronge. J'ai cru en lui. Je lui ai donné le sceptre en pensant qu'il comprendrait les règles du jeu. Et maintenant, il exige le départ immédiat des autorités albionnaises. Il croit renverser un ordre millénaire avec un discours. Avalon survivait avant lui et survivra après lui. Que décidez-vous, maître? Il doit être éliminé, physiquement. Physiquement. 24 heures, pas une minute de plus. Le soir même, le nouveau drapeau de l'émeraude flotte déjà sur le palais présidentiel. Général, le discours est fait. Le peuple a entendu. Maintenant, je dois savoir une chose. L'armée peut-elle sécuriser le pays pendant que les Albionnais se retirent? Monsieur le Président, je me dois d'être honnête avec vous. Nous ne pouvons pas sécuriser le pays immédiatement. Pas demain. Pas même cette semaine. Comment ça? Impossible. Vous êtes le chef d'état-major. Justement, l'armée dolmarienne ne contrôle presque rien. Tout est encore coordonné par Albion. Les chaînes de commandement, la logistique, les communications, même les ordres silencieux. Donc mon discours, la fin de la domination albionnaise, ce n'est qu'un symbole pour l'instant? Oui, Monsieur le Président. Un symbole puissant, mais pas encore une réalité opérationnelle. Alors que me proposez-vous? Donnez-moi du temps. Laissez-moi arracher l'armée des mains d'Albion, unité par unité, officier par officier. Si nous allons trop vite, ils bloqueront tout. J'ai pris une décision. Belmont meurt, immédiatement. Voilà la raison pour laquelle je vous ai fait venir ici. Militairement, c'est faisable. La cérémonie du nouveau drapeau demain offre une exposition totale. Ces itinéraires, ces gardes, ces angles morts, tout est sous notre contrôle. Monsieur le grand maître, permettez-moi une réserve. Vas-y. Une mort trop rapide fera de lui un martyr. Le peuple se soulèvera. Ils verront Albion derrière chaque balle. Alors Belmont ne peut pas gouverner. Parce que tout est encore entre nos mains, sécurité, économie, institutions. Laissons-le échouer publiquement. Le peuple se retournera contre lui. Moi, je veux les détruire autrement. Vas-y, Jonathan. Par les médias, le ridiculiser, le discréditer, le présenter comme un incapable pendant que vous préparez son élimination finale. Une mort après une humiliation. Exactement. De mon côté, je peux rendre l'économie invivable. Soyez précis. Blocage des liquidités, pression monétaire, salaire retardé. Le peuple le détestera sans comprendre pourquoi. La colère fera le travail à notre place. Vos idées sont intéressantes. Mais souvenez-vous d'une chose. La sécurité de Belmont est déjà entre nos mains. Si je veux, il meurt demain. Sinon, je prendrai vos options. Les médias, l'économie, l'usure lente. Je me fous de ce que diront les gens. Préparez tous les scénarios. Demain, ce gamin comprendra qui commande réellement à Dolmar. Messieurs, je suis venu pour une chose simple. Je veux savoir si tout va bien. Monsieur le Président, nous avons fait le point avec la hiérarchie. À cette heure, tout est sous contrôle. Et pour demain, la cérémonie du nouveau drapeau, qu'est-ce qui est prévu? L'itinéraire est déjà tracé, point de passage sécurisé, dispositif en place du départ jusqu'au site officiel. Vous avez parlé de la hiérarchie. Quelle hiérarchie? Monsieur le Président. Je répète ma question. Quelle hiérarchie? Jusqu'à présent, le service de renseignement reste sous coordination albionnaise. Sous coordination? Expliquez-vous.
Les systèmes, les appareils, les réseaux de surveillance, ils leur appartiennent encore. Donc la SN ne contrôle pas totalement ses propres yeux. Non, Monsieur le Président, pas encore. Et quand Dolmar, l'actuel émeraude désormais, aura ses propres appareils, ses propres réseaux, ses propres hommes formés ici. Alors le service sera réellement détaché d'Albion. Combien de temps? Dans les conditions actuelles, même 5 ans ne suffiraient peut-être pas. Continuez à faire votre travail, surveillez tout et surtout ouvrez les yeux. Cette première nuit fut la plus éprouvante pour Belmont. Le sommeil le fuyait, tandis que l'aube approchait inexorablement, portant avec elle la cérémonie du nouveau drapeau. Son esprit, alourdi par les révélations, refusait le repos. Chaque battement de l'horloge rappelait le poids de la décision prise. Mais il n'était pas seul. À ses côtés, sa chère épouse, Madame Élise Belmont, veillait. Par sa présence, par ses paroles, elle fortifiait son cœur et affermissait sa résolution. Je me suis trompé. Je pensais diriger un État. Mais en réalité, je tiens une façade. La SN, sous contrôle albionnais. L'économie. Leurs banques, leurs leviers. L'armée. Leurs conseillers. Leurs codes. Leurs satellites. Alors voilà pourquoi François n'a jamais pu agir librement. Voilà pourquoi chaque décision semblait freinée. Ce pays n'a jamais été vraiment souverain. Mais je ne reculerai plus, même si le prix est ma vie. Je préfère mourir debout que vivre en marionnette. Jamais, jamais abandonné. Je t'entendais parler. Ton cœur est trop lourd pour rester silencieux. Élise, tout est encore entre leurs mains. L'Union albionnaise n'a jamais lâché Dolmar. Ils nous ont seulement laissé croire. Je le sais. J'ai étudié chez eux. J'ai vécu parmi eux. Je sais comment ils pensent et comment ils éliminent. Alors dis-moi si je vais trop loin. Tu vas trop vite. Pas trop loin. On ne combat pas l'Union albionnaise de face. Pas encore. D'abord, il faut récupérer les systèmes, le renseignement, la monnaie, la chaîne de commandement, la sécurité rapprochée. Mais ils savent déjà que je ne leur appartiens plus. Justement, fais semblant de coopérer. Laisse-les croire qu'ils te contrôlent. Ils chercheront à s'approcher de toi. Et quand ils s'approchent, c'est pour frapper. Tu penses qu'ils tenteront de m'éliminer? Je n'en doute pas une seconde. Alors sois prudent comme le serpent. Place tes propres hommes à ta sécurité rapprochée. Des hommes qui ne répondent qu'à toi, pas à leur réseau, pas à leurs écoles. Tu me demandes de jouer un rôle pendant que je prépare la rupture. Je te demande de rester en vie. Dolmar aura besoin de toi demain. Pas d'un martyr de plus. Ne donne jamais à l'ennemi la victoire de te faire agir par la colère. Confirmation reçue. Le dragon entre en phase d'attaque. Équipe-toi immédiatement. Bien reçu. Grâce, nous sommes là, allons-y vite. La voie est libre, bon boulot, Grâce. Ok, restez vigilants. Le drapeau est prêt, nous partons maintenant. Oui, Monsieur le Président. Itinéraire validé. Départ par l'axe Est, sécurisation complète jusqu'à la place centrale.
Aucune anomalie signalée. Ma sécurité? Périmètre renforcé. Protection rapprochée en place. Vous êtes couvert, monsieur. À toutes les unités, ici, commandement, libérez les véhicules. Soleil en mouvement. Apprêtez les blindés. Monsieur, suivez-moi. Le dragon est déjà en position de tir. Bon travail, 004. Es-tu sûr de ce plan? Ils comprendront que le dragon ne peut jamais se mesurer au soleil. Ils arrivent. Mais encore un peu de patience. Grâce Morel, tu risques de tout faire foirer. Donne le feu. Ici 004. Feu immédiat, exécution. Reçu 004. Feu immédiat. Impact dans 5 secondes. N'oublie pas de nettoyer. « 004, ici, exécution. Détonation confirmée. Convoi touché. Aucune menace active. » Je répète, aucune menace active. Repli immédiat. Zone chaude. Jonathan, c'est terminé, il est mort. Va immédiatement à la place de l'Indépendance et annonce l'annulation de la cérémonie du drapeau. Moi, je me rends à la télévision pour faire l'annonce officielle de la mort de Belmont. Grand maître, tu es impressionnant. Tout s'est déroulé sans la moindre complication. Je suis déjà en route vers la place de l'Indépendance. Belmont n'était rien, Jonathan. Très bien, à bientôt. Après votre passage à la télévision, rejoignez-nous là-bas. Maître, s'il vous plaît. Je viendrai. Il faut que je sois présent au moment où tu annonceras l'annulation de la cérémonie. Jonathan, j'ai confiance en toi. Mais ne fais pas d'erreur. Si tu dérapes, tu seras éliminé toi aussi. Je veux que tu annules la cérémonie et que tu remettes Albion dans le cœur des Dolmariens. C'est avec gravité que je vous annonce une nouvelle tragique. Le président Belmont est mort. Il a été lâchement assassiné, aux côtés de ses gardes du corps, par nos ennemis. Je tiens à le dire clairement. Le discours que le président a prononcé hier était mon texte. Il avait été préparé en accord total avec Albion, dans l'intérêt supérieur de la stabilité de notre nation. Ce crime n'est pas un hasard. Il s'agit d'un acte hostile, destiné à semer le chaos et la confusion dans le cœur des Dolmariens. Face à cette situation exceptionnelle, l'opposant Jonathan Hale se dirige déjà vers la place de l'Indépendance afin d'annoncer l'annulation
de ce qui devait s'y tenir aujourd'hui. Dans les jours à venir, dès cette semaine, nous vous présenterons le programme officiel et la nouvelle orientation selon laquelle le pays sera dirigé. Qu'il n'y ait aucune ambiguïté. Dolmar reste Dolmar. Notre drapeau demeure rouge. Et pour l'instant, oubliez le nom Émeraude. Depuis le début, je savais que Belmont était un homme condamné. Il ne lui restait que quelques jours. Nul n'ose défier l'ordre d'Avalon. Il est mort trop tôt pour avoir osé toucher à l'intouchable. Grand maître Séraphin, je suis arrivé à la place de l'indépendance. Souhaitez-vous que je vous attende ou puis-je commencer? Jonathan, tu peux commencer. Le procureur Marcus et moi sommes déjà en route. Citoyennes, citoyens de Dolmar, c'est avec une profonde gravité que je m'adresse à la nation ce soir. Par ordre du haut commandement, et après vérification complète des informations, je confirme le décès du président Alexandre Belmont, survenu aujourd'hui lors d'une attaque ciblée contre le cortège présidentiel. Le président est tombé en exercice de ses fonctions, aux côtés de ses gardes du corps, fidèles jusqu'au sacrifice ultime. L'armée nationale, les forces de sécurité et les services de renseignement sont pleinement mobilisés. La situation est sous contrôle. J'appelle la population au calme, à la discipline et à l'unité nationale. Dolmar traverse une épreuve, mais Dolmar ne tombera pas. Les institutions de la République continuent de fonctionner. L'ordre constitutionnel. Peuple de Dolmar. Mes chers compatriotes, c'est le cœur lourd que je me tiens devant vous aujourd'hui. Dolmar traverse une épreuve douloureuse, une blessure profonde qui touche chacune de nos familles. La mort du président Belmont est une tragédie nationale. Quelles que fussent nos divergences politiques, la mort n'est jamais une victoire. En ce jour, je demande à chacun de faire preuve de calme, de retenue et de dignité. Face à cette situation grave et pour éviter tout débordement, la cérémonie prévue aujourd'hui est annulée. Ce n'est pas un renoncement, mais un acte de responsabilité. Dolmar a besoin de stabilité. Dolmar a besoin d'unité. Dolmar a besoin de temps pour réfléchir, pour se relever, pour avancer ensemble. Je vous demande... Belmont se croyait intouchable. Défier l'Union albionnaise. Défier Avalon. Personne ne fait ça sans en payer le prix. Ce n'était pas du courage, c'était de l'orgueil. Belmont a oublié une chose essentielle. Dolmar n'est pas une île, elle existe parce que nous le permettons. Il voulait son propre chemin, son drapeau, son nom, sa légende. Les hommes orgueilleux n'écoutent jamais. Ils confondent le pouvoir qu'on leur prête avec un pouvoir qu'ils possèdent. Je remercie le grand maître Séraphin Cros qui fait son entrée aux côtés du procureur Marcus. Mais c'est encore qui, ça? Est-ce que c'est vraiment ce que je vois? Maître, mais c'est Belmont, il est vivant. Agent Morel, tu m'as menti. Tu n'as pas exécuté l'ordre. Non, j'avais seulement l'ordre de transmettre. Ce sont tes propres soldats d'élite qui devaient être exécutés. Demande-leur s'ils ont fait leur travail, ou non.
Ils m'ont pourtant envoyé des images du convoi en feu. Alors il y a un traître parmi nous. Quelqu'un nous a joué un tour. Je ne peux plus supporter ça. Rassemblement chez moi, réunion d'urgence, maintenant. Monsieur Jonathan, nous vous prions de bien vouloir céder la place au président pour la cérémonie du drapeau. Peuple d'émeraude, citoyennes et citoyens, avant que ce drapeau ne soit levé, avant que cette nouvelle page de notre histoire ne s'ouvre, je dois vous dire la vérité. Mon convoi officiel était piégé. Une embuscade avait été soigneusement préparée. Tout était en place. Mais Émeraude compte encore de vrais fils et de vraies filles du pays, des patriotes qui ont choisi la nation plutôt que la trahison, la vérité plutôt que le silence. Ils m'ont averti, ils m'ont dit « Monsieur le Président, n'empruntez pas le convoi officiel, ne montez pas à bord. Une embuscade vous attend. » C'est ainsi que j'ai été épargné. Non par hasard, mais grâce à la vigilance et au courage de patriotes. Je sais aujourd'hui qui a monté ce coup. Je sais d'où vient cette main invisible qui croyait pouvoir décider du destin de notre nation. Cette main, c'est Albion. Mais aujourd'hui, une décision avait été prise dans l'ombre, celle de m'éliminer. À Albion, je le dis clairement devant mon peuple et devant le monde. Si vous voulez la guerre, je suis prêt. Émeraude ne se soumettra plus jamais. Émeraude ne pliera plus jamais sous la menace. Mais si vous voulez la paix, alors venez. Venez parler. Venez discuter. Venez construire avec nous une paix véritable fondée sur le respect, la souveraineté et la dignité. Nous ne cherchons pas la guerre, mais nous ne la craignons plus. Aujourd'hui, en levant ce drapeau, nous levons aussi notre regard. Nous entrons dans une ère nouvelle. Émeraude est libre. Émeraude est debout. Émeraude décidera désormais de son avenir. Que ce drapeau flotte comme une promesse et un avertissement. Plus jamais l'ombre, plus jamais les chaînes. Vive la République Émeraude. Vive le peuple souverain. Longtemps blessé sous le joug des Dieu est de notre côté. Avalon n'a pas pu deviner notre plan. Avalon est le Dieu des Albionnais. Jésus est notre Dieu tout-puissant. Mais l'espérance n'est jamais morte. Aujourd'hui l'heure a sonné. Les chaînes tombent. L'aube se lève, un nouvel âge commence. Émeraude se relève, debout peuple. Général Kraus, vous étiez responsable de ma sécurité globale. Itinéraire, coordination, anticipation. Dites-moi, cet itinéraire, qui l'a validé? Monsieur le Président, l'itinéraire provenait des systèmes encore administrés par nos partenaires albionnais. Il n'y avait aucune alerte. Donc vous avez validé un itinéraire que vous ne contrôliez pas totalement? Dans l'état actuel de nos dépendances, oui. Agent Morel, votre mission était la coordination opérationnelle. Observer, analyser, prévenir. Avez-vous détecté une anomalie avant l'attaque? Non, Monsieur le Président. Aucune menace claire n'a été signalée. Les unités ont agi dans un contexte de confusion. Donc pour vous, le danger n'existait pas avant que les tirs ne commencent? C'est exact. Commandant Bernemont, vous êtes militaire, en tenue civile. Votre rôle était l'exécution stricte des ordres et ma sécurité rapprochée. Vous ai-je été présenté dans le véhicule prévu? Oui, Monsieur le Président. Je vous ai demandé de monter dans le convoi officiel, conformément aux instructions reçues de l'agent Morel. Vous a-t-on donné l'ordre de me faire changer de véhicule? Non, Monsieur le Président. Aucun ordre de ce type. Général Alden,
Richard Alden. Votre responsabilité concernait l'escorte militaire, les hommes, les positions, la protection armée. Aviez-vous connaissance d'un piège sur cet itinéraire? Non, Monsieur le Président. Aucune information militaire ne signalait une embuscade. Les unités n'ont pas identifié les tireurs, mais leur mode opératoire correspond à des méthodes albionnaises. Procureur Valène, Marcus Valène, au regard de ce qui vient d'être dit, où se situe la responsabilité? Monsieur le Président, si aucune unité nationale n'est identifiée, alors juridiquement, nous faisons face à un acte étranger, hostile. Albion contrôle encore nos systèmes. Ils peuvent agir sans que nous en soyons informés. Très bien. Je vais maintenant vous dire ce que vous ne saviez pas. J'ai changé de véhicule quelques minutes avant le départ. Sur quelle base, Monsieur le Président? Un appel téléphonique, anonyme. Une voix qui m'a dit « Ne montez pas dans ce convoi ». Je n'ai informé personne. Je voulais comprendre si le système me protégerait ou m'exposerait. Chacun ici a rempli sa mission, selon ses mots, selon ses limites. Les tireurs ne sont pas identifiés. Nous dirons donc qu'ils étaient albionnais, puisqu'Albion contrôle encore tout. Mais moi, je sais désormais une chose. Au moment décisif, je n'ai pu compter que sur un appel anonyme. La réunion est dosée. Il a tout mis sur le dos d'Albion. C'est déjà à notre avantage, car il ne pourra jamais faire la guerre à Albion. Je pense qu'il ne vous a pas soupçonné. Non, grand maître. Chaque étape a été respectée. Il n'a aucun soupçon à notre égard. La bonne nouvelle, c'est que dans son discours lors de la levée du nouveau drapeau, il tend la main à Albion pour la paix. Reste une question. Qui l'a averti de changer de véhicule? Ça ne me plaît pas du tout. Nous allons enquêter sur ça. Toute la machine est entre nos mains. Tant que la vérité n'est pas établie, vous êtes suspect. À vous de prouver que je me trompe. Ce qui me blesse, c'est que ces soldats, condamnés à mort pour leur rébellion contre Albion, nous ne les avons libérés que pour les exécuter aux côtés de Belmont dans ce convoi. Pourtant, il les a nommés dans sa garde rapprochée. Donc ce sont nos vrais soldats fidèles qui sont morts à la place de ces condamnés à mort. Les deux partis, Belmont et Albion, poursuivirent leur lutte, mais d'une manière froide et calculée, car chacun soupçonnait une infiltration, la présence de traîtres en son sein. Dans ce contexte, Albion, à travers le PLP, opta pour une stratégie médiatique, détruire Belmont à la télévision, affirmant que celui-ci avait bloqué tout le pays en rejetant Albion. Compatriotes d'Émeraude, aujourd'hui, notre pays est au bord du chaos. Les marchés sont paralysés, les banques vacillent, les familles souffrent. Cette crise économique n'est pas un accident. Elle est la conséquence directe des décisions irréfléchies du président Belmont. En isolant Émeraude et en rompant avec ses partenaires naturels, Belmont a conduit la nation dans une impasse dangereuse. Un pays ne se gouverne pas par l'orgueil, mais par le réalisme et la responsabilité. La solution existe. Elle est claire. La solution, c'est Albion. Restaurer la coopération avec Albion, c'est restaurer la stabilité, l'économie, et l'espoir pour notre peuple. Toujours des traîtres. Tu trahis ton pays au profit des Albionnais. C'est déplorable pour des gens comme vous. La souffrance s'étendit sur toute Émeraude. Dans les rues, les Émeraudiens commencèrent à murmurer, d'abord à voix basse, puis ouvertement. Les banques fermèrent leurs portes, les marchés se vidèrent. Les restaurants cessèrent toute activité, engloutis par la faillite. L'économie s'effondra comme un édifice privé de fondation. Albion avait tout bloqué. Et au sommet de l'État, un seul nom était désormais murmuré. Belmont. On n'en peut plus. Les banques ont fermé, le travail a disparu, nos familles souffrent. Belmont nous a promis le changement, mais il a livré le pays au chaos. Aujourd'hui, on n'a plus rien. Belmont doit partir. Qu'ils viennent vivre ici, dans nos quartiers. Qu'ils regardent les mères qui n'arrivent plus à nourrir leurs enfants. Cette crise n'est pas une fatalité, c'est le résultat de ces décisions. Belmont a échoué. Belmont doit démissionner. Monsieur le Président, la situation est grave. L'économie est étouffée. Albion tient tout.
Sans négociation, ils ne libéreront rien. Tu me demandes donc de plier? Je te demande de gagner du temps. Les soldats ne sont plus payés correctement. La colère monte. Une révolte est possible. Dis-moi la vérité, général. Tu es avec moi ou avec Albion? Je suis avec vous, monsieur le président. Mais une guerre maintenant serait suicidaire. Si tu étais vraiment avec moi, tu préparerais l'armée pour chasser Albion par la force. C'est impossible. Parmi nos soldats, il y a des Albionnais. L'armée elle-même est infiltrée. Alors le combat est déjà à l'intérieur. La séance est levée. La parole est donnée à Albion. Veuillez exposer vos conditions pour la libération de l'économie d'Émeraude. Albion est prêt à lever le blocage économique, mais à 2 conditions non négociables. Premièrement, la réouverture officielle de l'ordre d'Avalon sur le territoire d'Émeraude. Deuxièmement, le rétablissement du discours d'investiture tel qu'il avait été convenu avant votre rupture. Donc, pour respirer, mon pays devrait se soumettre à une société secrète et réciter un discours écrit ailleurs. Appelez cela comme vous voulez, nous appelons cela la stabilité. Je peux travailler avec Albion. Je suis prêt à coopérer, mais sans l'ordre d'Avalon. Et uniquement si Albion respecte les droits et la souveraineté d'Émeraude. Alors il n'y aura pas d'accord. Messieurs, l'économie est au bord de l'asphyxie. La souveraineté ne se négocie pas sous la menace. Dans ce cas, Albion maintient sa position. Je constate un désaccord total. Cette réunion est suspendue. La réunion de négociation s'est tenue aujourd'hui sous médiation internationale. Albion a présenté ses conditions. Le président Belmont a réaffirmé sa volonté de dialogue dans le respect de la souveraineté et des droits d'Émeraude. Aucun accord n'a été conclu. Les discussions sont suspendues. Sans cet accord, que va devenir Émeraude? Et le président Belmont envisage-t-il une démission? Émeraude traversera cette épreuve avec dignité. Le président Belmont ne démissionnera pas. Il assume ses responsabilités et travaille à des solutions souveraines pour protéger le peuple et l'avenir du pays. Grâce, félicitations. Tu as parfaitement joué ton rôle. Personne ne te soupçonne? Non, monsieur le président. Je reste crédible. Pour eux, je suis toujours 004, leur agente de confiance. Parfait. Alors écoute-moi bien. Surveille de très près les 2 généraux, Cross et Richard. Chaque déplacement, chaque appel, chaque hésitation. Je veux tout savoir. Compris. Je les suis déjà de près. Mais attention, ne t'attache pas trop à l'agent d'Hermont. S'ils découvrent que vous êtes liés, ils comprendront que vous travaillez pour moi. Bien. Autre chose, ne viens plus jamais me voir directement. Plus de rencontres, plus de traces. Je ne vous vois que pendant les heures de service et strictement dans l'exercice de mes fonctions pour éviter les soupçons. Si tu as des informations à me transmettre, fais comme la dernière fois, uniquement par appel crypté. C'est ainsi que tu m'as averti et c'est pour cela que j'ai changé de véhicule. Personne ne remontera jusqu'à vous. Alors vas-y. Et n'oublie pas, dans ce jeu, celui qui voit sans être vu, sur lui. Le président Belmont, plaçant sa confiance en Jésus-Christ, reçut une révélation en vision. Il lui fut montré qu'il devait exploiter les secteurs de l'agriculture, les supermarchés furent rapidement remplis, mettant fin à la pénurie. De la pêche et du bois afin de délivrer Émeraude du joug albionnais. Il fit imprimer de nouveaux billets de banque, appelés le franc émeraudien, et créa de nouvelles institutions bancaires pour soutenir l'économie nationale. Avec les ressources retrouvées, il construisit de nouveaux postes de police, forma de nouveaux soldats, équipa l'armée
et lança de nombreux autres projets de développement. Excuse me, that way, please. Thank you. Les réalisations se multiplièrent et le peuple émeraudiens se réjouit profondément du leadership de Belmont. La capitale, Saint-Malois, connut une transformation remarquable. Elle se développa rapidement et attira de nombreux touristes venus du monde entier. Dans tout le pays, Jésus était adoré et loué, son nom élevé dans les églises comme dans les foyers. Même le président Belmont et son épouse se rendaient fidèlement à l'église pour adorer Dieu, reconnaissant que la restauration d'Émeraude n'était pas seulement politique ou économique, mais avant tout spirituelle.